Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien, surtout avec tout ce vert et un BTC qui a titillé les 100 000 $ sur le CME. Bon, on s'est fait rejeter, mais ça n'empêche qu'on a un momentum très fort qui est en train de se faire avec un beau retest sur la résistance. Bref, tout ça, on va l'expliquer dans quelques instants. En attendant, on va aller voir quelques nouvelles, des nouvelles qui sont importantes pour moi, parce que oui, on a un momentum qui est en train de se faire, mais on devrait avoir pas mal de nouvelles qui vont arriver aujourd'hui et demain potentiellement sur Trump qui va parler de quoi? Vous imaginez bien, forcément, de trade deal, ces taxes douanières et ces négociations où normalement on devrait avoir l'Angleterre et l'Inde qui sont finalisées, donc on aura pas mal d'annonces dessus, ça devrait permettre ici au Nasdaq de continuer son accélération. On va voir ça dans quelques instants. En attendant, on a pas mal de choses purement crypto qui sont en train d'arriver, avec ici l'Arizona qui aussi propose des lois plutôt crypto. Alors attention, on ne parle pas de réserve là ici, mais on parle vraiment de la possibilité que l'État garde les cryptos qui ne sont pas réclamés. Donc ça, c'est un point qui est positif, qui montre aussi qu'il y a un intérêt fort qui est en train de se faire et qu'on est en train de construire autour de ça. Et surtout, ce que l'on attend, c'est la stablecoin bill, globalement la loi sur les stablecoins. Sauf que on a les démocrates qui commencent à se poser pas mal de questions et qui parlent de corruption de Trump, et principalement ce qui est dans leur viseur, c'est WLFI, c'est-à-dire le token de World Liberty Financial, la plateforme DeFi de la famille Trump, avec les interactions qu'elle peut avoir directement avec certains acteurs, et les transferts de fonds, et notamment le stablecoin USD1. USD1, je rappellerai que ça devient déjà le 7e plus gros stablecoin au monde. Oui, ça va vite. Il va être utilisé dans un deal à 2 milliards de dollars entre MGX et Binance. Donc globalement, pareil, je pense qu'on va avoir beaucoup de mouvements dessus, et ce qui explique aussi un petit peu la réticence des démocrates sur la réglementation qui pourrait donner beaucoup plus de poids, principalement à la famille Trump, et enrichir. Mais la réalité, c'est que les stablecoins, ça prend vraiment beaucoup de place. Ici, on a Stripe. Stripe, c'est le géant du paiement qui commence à intégrer directement les stablecoins dans plus de 100 pays, avec la possibilité d'avoir un compte comme un compte bancaire, mais en stable. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été envisageable en 2020, 2021, 2022, 2023. La réglementation était beaucoup plus stricte, beaucoup trop stricte de ce côté-là, donc on a vraiment un engouement qui est en train de se faire. Et ça, je pense que c'est le point le plus important au niveau de la crypto. L'évolution des stablecoins, c'est un petit peu ce que l'on avait vécu aussi à l'époque de Tether, où on avait l'USDT qui permettait justement d'avoir un transfert monétaire. On verra bien après jusqu'où la liquidité va se déverser. En parlant de déversement, on a Ether qui a lancé, ça y est, sa mise à jour Pectra. Pectra qui est une grosse mise à jour importante, et beaucoup pensent que ça va permettre de dynamiser le prix. Mais on a remarqué quelque chose, de très important, c'est que on a la déflation au niveau d'Ether qui a repris depuis la mise à jour. Et de façon très très agressive, c'est-à-dire que là on est sur une journée, on parle de moins 10% par an, globalement en termes de déflation. Quand on regarde à 7 jours, on voit encore plus ici marqué depuis qu'on a la mise à jour Pectra. Là je suis sur le site habituel Ultrasound Money qui permet de voir vraiment l'évolution de la supply sur Ether. Donc ça veut dire qu'on est repassé déflationniste, alors qu'on avait repris un mood un peu inflationniste avec le manque de transactions. Est-ce que c'est réellement Pectra? Le problème, c'est que ce n'était pas marqué dans le contenu de la mise à jour Pectra. Il n'y a rien qui explique, à proprement parler, le fait qu'il y ait une chute. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau des blocs, on voit que ce bloc-là, qui est à 0, le bloc static reward, il devrait pas être à 0. Normalement, on devrait avoir des static rewards qui arrivent. Et là, ce n'est pas le cas. On a uniquement les transaction fees, donc uniquement la validation des transactions, on a les tokens qui sont burnés dedans, et on n'a plus de l'émission flat. Alors, est-ce que c'est la mise à jour qui a entraîné ça? Est-ce que c'est une erreur à proprement parler? Est-ce que c'est un oubli dans la mise à jour? Je ne suis pas sûr, mais la réalité, c'est qu'on repart déflationniste, et on repart déflationniste de façon très agressive. Si on retourne sur l'état de la déflation à l'heure actuelle, hop, si on se met par exemple en 1 heure, on voit que l'impact est énorme sur l'année, moins 26% par rapport à l'évolution actuelle. Donc ça veut dire qu'on aura une supply qui continue à diminuer. Pour vous donner un ordre d'idée, sur 1 heure, on a retiré 3243 Ethers. Bon, je vais creuser, et si jamais je vois des choses qui bougent, je vous ferai une vidéo exprès dessus. Parce que clairement, ça pourrait être une des plus grosses nouvelles pour Ethereum.
On attaque la partie analyse technique sur le Nasdaq. Nasdaq, toujours nouvelle tentative sur les 20 000 points. Encore une fois, grosse résistance. On est toujours sur des accélérations fortes, hein, comme hier, ici et là, sur un marché qui n'est pas encore ouvert, d'accord? Le marché US n'est pas encore ouvert, on est sur des précotations, et les précotations en eux-mêmes arrivent à valoriser directement et ne sont pas forcément ravalées. Celle d'hier me disait qu'on allait peut-être se faire ravaler. Là, ce n'est pas le cas, donc on est bien dans une phase de consolidation et quelque chose qui pousse fort l'anticipation peut-être des annonces de Donald Trump, des négociations avec la Chine, mais globalement, on a un marché américain de la tech qui pousse très très fort et qui a le plaisir de nous emmener directement avec eux. Ça, c'est positif. On avait peur aussi de ça, mais non, BTC suit bien, voire même surperforme le Nasdaq avec une tentative de break des 100 000 $ sur le CME. CME, je rappelle que c'est le Chicago Mercantile Exchange. Il y a toujours un écart de prix entre le spot et le futur. Le CME, c'est le futur des institutionnels. Donc c'est contrat perpétuel. Gardez-le en tête. Je reviens dessus parce qu'il y a pas mal de nouvelles qui se font aussi sur ça. Mais globalement, on a fait un retest des 100 000 $, mais on a été rejeté, mais plutôt classique en fait par rapport à ça. Quand on regarde un petit peu l'évolution, justement, perpétuel spot, futur spot, c'est-à-dire ceux qui achètent directement du BTC sur le marché, et ceux qui passent par des contrats dérivés, donc qui ne possèdent pas de BTC, on voit qu'il y a un écart qui est en train de se faire. En jaune, on a ici le spot qui est plutôt en volume descendant, parce que là on est sur du CVD, c'est donc une vision de l'écart des volumes, on voit qu'on a des volumes qui sont plutôt descendants, alors que sur le futur, on a plutôt une reprise qui a été effectuée sur début avril, qui a vraiment été validée sur fin avril, avec ici une accélération. Donc on a bien en fait un mouvement qui est en train de se faire plutôt en perpétuel, plutôt en futur, plutôt sur du CME ou tout autre perpétuel que l'on peut retrouver sur les différents exchanges, que plutôt sur du spot. Le spot est très peu acheté, le spot malheureusement n'arrive pas à suivre. Quand on a un mouvement comme ça, il y a deux scénarios. Soit on a une manipulation du prix pour pouvoir pousser le cours en dérivé, je pense pas au vu des volumes que ce soit le cas, soit deuxième scénario, c'est qu'on a quand même un manque d'intérêt, on devrait avoir un spot qui suit le dérivé et le perpétuel, là malheureusement ce n'est pas le cas, ça veut dire que si jamais on tombe sur une résistance un peu trop agressive, ça risque de faire mal et d'être rejeté. Quand on regarde un petit peu la distribution de prix de Sapiens, on voit principalement qu'on se retrouve ici dans la zone de supply qui a été travaillée, qui est en même temps grosse zone de range où on était ici depuis relativement longtemps, qu'on a break par le bas et qu'on a réintégré. Et c'est une zone généralement qui sert aussi soit de support, soit de grosse résistance. Et là, il y a des risques de se retrouver sur une phase de consolidation ou de rejet potentiel sur les 100 000, 103 000, voire peut-être un petit peu plus haut. Là-dessus, il y a deux écoles, il y a ceux qui pensent qu'on va aller tout de suite faire un nouvel ATH, d'autres qui pensent qu'on va aller retester potentiellement 90 000, 88 000, ou même pourquoi pas les 80 000. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui poussent à nous dire qu'on est dans une zone de rejet très fort, malgré le fait qu'on ait des impulsions puissantes. Parce que oui, techniquement, je vous avais expliqué que cette sell zone que l'on n'avait pas respectée la dernière fois, si on la transformait en résistance et qu'on s'appuyait bien dessus, on allait avoir une réaction haussière forte, c'est ce qui s'est passé, on est allé la chercher, hop, et réaction puissante, forte, on est allé retester ici cette fois-ci sur le spot les 99 500, on est quand même relativement loin encore des 100 000, enfin, façon de parler, mais on est quand même relativement loin, il faut quand même un petit peu plus de puissance, et on va voir avec l'ouverture du marché américain les différentes annonces que l'on pourra avoir pour ici refaire une accélération 100 000, et on n'oublie pas 103, 104, les niveaux super importants à surveiller de très très près, parce que on est allé chercher déjà une grosse partie de liquidité, qui était la partie ici du range, sur le top du range, on est allé chercher cette liquidité là au niveau de l'accélération du 1er mai, et on avait recréé beaucoup de liquidité avec le retest qu'on avait fait sur le 7 mai, on est allé liquider tout ça. Et là, on a encore tout un bloc, hein, jusqu'au, globalement, 104 000. On le voit bien, tout ce bloc de liquidité ici. Et pendant qu'on monte, pendant qu'on short un peu cette partie-là, on a un petit peu de jus pour aller chercher un petit peu plus. On est en train de créer de la liquidité en bas et en haut. D'accord? On voit bien ici la transformation de la liquidité est en train de se faire. On voit des petits blocs qui sont en train de se recréer petit à petit. Pareil sur la partie basse. Donc, globalement, j'ai tendance à vous dire qu'il y a la zone de rejet à considérer. Si on n'a pas une reprise du spot très fort, à ce moment-là, malheureusement, je pense qu'on risque d'aller respirer un petit peu plus bas.
Mais encore une fois, le but ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'être préparé à avoir tort, donc il faut être préparé à avoir une explosion de BTC et des altcoins, parce que les altcoins sont en train de se structurer très joliment, malgré le fait qu'on ait toujours une dominance très puissante, ça n'empêche qu'on a des setups très forts. Ça veut dire que les altcoins sont en train de suivre tout simplement BTC et de se structurer bien, donc on pourrait très bien avoir une très belle accélération, mais aussi il faut prévoir le fait qu'on puisse retracer. Ce retracement sera peut-être une très belle opportunité pour renforcer sur BTC, sur certains alts, en préparation d'une nouvelle accélération, qui pourra avoir lieu très bien la semaine qui arrive, comme potentiellement cet été, ou encore cette fin d'année. Encore une fois, il va falloir être structuré, avec une bonne gestion du risque, et aussi, comme toujours, patient. En tout cas, j'espère que cette quotidienne vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Vous êtes très nombreux à regarder la quotidienne sans être abonné. Et c'est très simple, si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et je vous dis à très vite.